Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire quelque chose pour le climat. Oui, mais quoi? Connie Hedegaard est commissaire européenne à l'action pour le climat, un boulot qui n'est pas simple étant donné que les pays de notre continent ont des idées bien différentes sur le sujet, comme par exemple en matière d'énergie nucléaire. Voyons quelle réponse elle va apporter à vos questions. Madame Hedegaard, comment prononce-t-on votre nom en danois? Les Danois disent Connie Hedegaard, mais c'est imprononçable pour les autres. Très bien, on commence avec une première question, Madame Hedegaard. Bonjour Madame la Commissaire, je m'appelle Cristina Piffer, je suis italienne et je voudrais vous demander, au nom des Italiens, quelles sont les réponses concrètes que l'Union européenne peut apporter au réchauffement climatique de la planète et à la pollution quotidienne. Question simple, réponse rapide. Ce que l'Europe veut faire, c'est de prouver au monde qu'il est possible de marier croissance et baisse de la consommation énergétique. Nous y sommes arrivés avec nos voitures, avec nos habitations. Aujourd'hui, avec notre mode de vie, nous avons l'une des économies les plus efficaces au monde d'un point de vue énergétique. Donc, nous montrons l'exemple. Mais nous devrions faire encore plus pour rester un bon exemple. Très bien, approfondissons un peu avec une autre question. Madame Hedegaard, ici c'est Mohamed Aga de Bruxelles. J'avais une petite question à vous poser sur les quotas CO2. On a constaté ces derniers jours le refus de la Chine ainsi que de l'Amérique de les appliquer. Est-ce que vous allez plier face à la Chine, aux États-Unis, ou bien vous allez pouvoir leur imposer le paiement du quota CO2 pour l'aviation commerciale? Je vous remercie. Les lois sur le CO2 ne sont pas très populaires ailleurs dans le monde. Non, ils ne les aiment pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils en sont exemptés. Mais comment leur tenir tête? Le Congrès américain a refusé. Ce qui est intéressant, c'est que les 27 États membres ont dit à l'unanimité non. Nous ne céderons pas à ce genre de menaces. Nous avons nos lois et il est normal que lorsque je voyage, moi aussi par avion, je paie pour la pollution à laquelle je contribue. Et cela a beaucoup de sens du point de vue environnemental et climatique. Et nous restons fermes sur nos positions. La loi est désormais entrée en vigueur. Bien sûr, il existe également un dialogue avec les Chinois et les Américains. Ce n'est pas l'impression qu'on a. Pourtant, c'est le cas parce qu'il existe une disposition dans notre législation qui stipule que si vous faites quelque chose de similaire, très bien, nous ne vous dicterons pas la marche à suivre. Nous avons juste perdu patience de ne pas voir arriver le règlement international que nous réclamons dans ce domaine et c'est pourquoi l'Europe a pris les devants. Mais nous verrons. La justice penchait récemment assez en notre faveur et je pense que les autres États commencent à réaliser que ce n'est pas simplement une idée folle, il s'agit de la loi européenne et bien sûr, ils doivent l'appliquer. Ok, on passe à la question suivante. Bonjour, je m'appelle Jorsten Blanker. Je suis membre de Greenpeace. Les Européens dépensent des milliards d'euros pour les combustibles fossiles et le prix du carbone est à son plus bas niveau. Madame la Commissaire, que proposez-vous pour renforcer le marché du carbone européen et augmenter les investissements dans les technologies vertes afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles en Europe ? Il est très clair que l'année dernière, nous avons dépensé 315 milliards d'euros en importation de pétrole, uniquement pour le pétrole. Dès lors, je suis parfaitement d'accord que nous devrions restreindre notre consommation de pétrole, notre consommation énergétique. Nous devons faire plus. Ça ne va pas être facile vu la situation avec l'Iran. Oui, mais il y a deux manières de réaliser ce que nous demande ce jeune homme. Nous pourrions revoir nos objectifs à la hausse. Nous savons combien c'est difficile, mais grâce à l'efficacité énergétique aujourd'hui, nous essayons d'améliorer l'effort européen. Et puis nous pourrions essayer aussi de résoudre le problème des indemnités. C'est l'une des choses que la Commission a proposées très tôt et nous réfléchissons à la manière d'améliorer davantage encore les marchés du carbone. Et donc quels nouveaux objectifs ? C'est toute la question. Devrions-nous passer de 20 à 30% de réduction de gaz à effet de serre ou peut-être, comme nous le suggérions l'année dernière, si l'Europe est la seule à prendre au sérieux ces objectifs, alors nous pourrions réduire nos émissions de CO2 de l'ordre de 25% d'ici 2020 simplement en améliorant notre efficacité énergétique. Et ce qui est bien avec l'efficacité énergétique, c'est que cela pourrait également créer des emplois dès à présent, des emplois dont nous avons besoin en Europe. Ok, question suivante.
Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis française et je me posais une question sur le nucléaire. Donc j'ai entendu qu'en 2020, il y avait une abolition des centrales nucléaires en Allemagne et j'ai entendu qu'en France, il y avait un projet de construction de nouvelles centrales nucléaires. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez d'une politique à l'échelle européenne sur la question du nucléaire. Merci. Voilà la question sur le nucléaire, parce qu'en fait, la France et l'Allemagne, le grand axe de l'Europe, ne sont pas d'accord sur le nucléaire. Quelle est la politique européenne ? La politique européenne, c'est que l'Europe n'a pas de politique. Nous avons une politique pour la sûreté nucléaire, mais le choix énergétique, si un État souhaite ou non avoir recours au nucléaire, relève de sa seule volonté. Mais vous ne pouvez pas dire cela si vous disiez la même chose de l'euro, par exemple. Non, mais simplement une sorte de vieux principe en Europe, parce que certains États ont radicalement décidé « nous ne voulons pas de nucléaire ». Et pour d'autres, comme la France, 70% de l'électricité provient du nucléaire. Dès lors, on a simplement pris la réalité dans les États membres comme point de départ. Et la Commission ne peut pas faire de l'ingérence et dire s'ils doivent ou pas avoir le nucléaire. La seule chose que l'on puisse contrôler, ce sont les normes de sécurité à respecter si un pays veut le nucléaire. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. On passe à une autre question. Alors, bonjour Madame Hedegaard, je suis Nicolas, étudiant de 22 ans belge. Je souhaitais vous poser la question suivante, à savoir, ne penserez-vous pas que cette période de crise serait peut-être une meilleure opportunité pour sortir d'un modèle énergétique peu performant et peu viable ? Un nouveau modèle écologique. Pouvons-nous profiter de la crise économique actuelle en Europe pour parvenir à un tel objectif ? Oui, je l'espère, parce qu'il devrait être évident aux yeux de la plupart des Européens que nous ne pouvons tout simplement pas faire comme si de rien n'était. Mais la plupart des gens en ont conscience, non ? Nous avons besoin d'une manière plus intelligente de créer de la croissance. C'est valable pour l'Europe, mais aussi pour le monde entier. Avec 9 milliards d'habitants sur la planète, quand mes enfants auront mon âge, je pense que la plupart des gens comprennent que si l'on veut fournir à tout le monde de la nourriture, de l'eau, un air sain, des marchandises, que sais-je, alors nous devons apprendre à faire plus avec moins. C'est la croissance dans notre manière de la calculer, dans notre manière de la penser, que nous devons faire évoluer vers un modèle plus durable. Très bien, on peut passer maintenant à une dernière question. Bonjour, je m'appelle Oda et je suis iranienne. J'ai une question à vous poser. Les scientifiques nous disent que nous devrions faire attention au niveau de dioxyde de carbone dans l'air, alors que les politiques disent de ne pas s'inquiéter à ce sujet. J'aimerais savoir où se situe la vérité. C'est vrai qu'il semble souvent y avoir des contradictions dans tout ce que l'on entend, comme par exemple, faut-il éteindre la télévision si on doit s'absenter une demi-heure, ou faut-il laisser la lumière allumée ? Moi-même, je ne sais jamais quoi faire. Qui faut-il croire ? Je ne suis pas une scientifique, mais en tant que responsable politique, je pense que quand 90 et quelques % de la communauté scientifique nous dit quelque chose, il est plus sage de le prendre au sérieux. Et je voudrais dire à tous ceux qui restent sceptiques sur la nécessité d'utiliser notre énergie avec plus de sagesse et ce genre de choses, si dans 20 ou 30 ans il s'avère que les climatologues ont eu tort, quel mal y aura-t-il eu à ce que nous fassions évoluer nos économies vers quelque chose de plus efficace en matière énergétique ? N'est-ce pas au fond une stratégie sage, alors que si dans 20 ou 30 ans leurs prédictions se vérifient et que nous n'avons rien fait, alors je pense que la jeune génération au moins verra ce qu'il attend quand elle sera en âge de prendre des décisions. Et pour ce qui est de votre bilan carbone personnel, vous prenez souvent l'avion ? Je prends souvent l'avion, mais nous compensons en soutenant divers projets et d'autres choses de ce type. La réalité, c'est que malheureusement, on ne peut pas avoir mon poste et essayer de mettre d'accord le monde entier et mettre en place le cadre d'un accord international en restant à Bruxelles. Mais nous compensons avec de bons projets environnementaux. Merci beaucoup, merci aussi à vous, téléspectateurs, d'avoir posé vos questions. On se revoit bientôt depuis le Parlement européen à Bruxelles.